Je m'appelle Maude Fontenoy et je suis navigatrice et je suis engagée depuis une vingtaine d'années pour la préservation de l'environnement, mais principalement des océans. C'était quoi les éléments déclencheurs de votre venue dans cet univers des océans? Moi, je suis partie en mer quand j'avais 7 jours, donc j'ai toujours habité sur l'eau. Je crois que j'ai passé plus de temps de ma vie sur les océans que sur la terre ferme. Donc j'ai un amour du grand bleu et après il s'est avéré que j'ai fait le choix d'aventures maritimes, des premières féminines, en traversant l'océan Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance, puis le Pacifique, puis ensuite j'ai fait à la voile le tour du monde mais à contre-courant. Voilà, j'ai voulu montrer que l'homme, ou en l'occurrence avec un grand H, l'homme et la femme étaient capables de réaliser des projets plus grands que lui, plus grands que soi. Et que finalement, tout aussi grand défi que soit un océan à la rame, eh bien, il se traversait d'abord coup de rame après coup de rame, jour après jour, et que voilà, il fallait voir loin, que parfois le sommet était un peu dans les nuages, comme si on imagine une immense montagne dont on se dirait, mais j'arriverai jamais au bout. Et puis, mine de rien, petit bout par petit bout, étape après étape, et ben même l'océan, le plus grand qui soit, eh bien, il se traverse. Aujourd'hui, quel est votre rôle principalement? Aujourd'hui, mon combat, c'est de mieux faire connaître les océans, de mieux faire connaître le lien entre l'homme et les océans et d'essayer d'amener chacun à comprendre que notre survie dépend de la survie du grand bleu. Et c'est pour ça que j'ai publié ce livre bleu avec Yann Arthus Bertrand, parce que dans ce livre, qui est sous-titré « Un océan de solutions », on a voulu montrer à la fois l'extrême beauté du milieu marin, parce que c'est un univers qui est à la fois mystérieux, fascinant, très riche, et avec ses photos qui sont juste magnifiques. Et ensuite, par les textes, d'essayer de montrer combien, dans notre vie du quotidien, on est complètement lié aux océans. Parce que les océans, ce sont eux qui nous oxygènent avant tout. On pense souvent aux forêts amazoniennes, mais en vérité, un poumon sur deux n'est fourni en oxygène que par l'océan. C'est la marmite de l'humanité, puisque une grande part de la population mondiale ne mangerait jamais de protéines s'il n'y avait pas l'océan en tant que marmite. C'est également les médicaments, parce qu'il y a près de 22 000 médicaments qui sont étudiés dans le milieu marin, des molécules qui vont aujourd'hui pouvoir être appliquées à des problématiques humaines. Et puis, ce sont les énergies de demain. Et donc, dans la mer, finalement, on a tout. La vie, elle est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on apprenne à le regarder sous un autre œil et qu'on apprenne à le préserver pour assurer tout ce qu'il nous apporte gratuitement. Pour vous, c'est quoi la définition d'un... c'est vrai que c'est un mot très galvaudé, écolo. C'est quoi un écologiste pour vous? Moi, honnêtement, je pense qu'on est tous écologistes. On est tous aujourd'hui engagés. La période a beaucoup changé et aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous, on a conscience qu'il y a des problématiques environnementales. On n'est pas tous conscients au même degré, mais tout le monde voit à peu près maintenant des masques traîner sur les trottoirs et dans les caniveaux. Tout le monde voit bien que quand il se déplace en voiture, il a beaucoup moins d'insectes collés à son pare-brise, donc il voit bien que la biodiversité est en train de diminuer. Et tout le monde voit bien qu'il y a moins d'abeilles ou qu'il y a plus d'intempéries. Donc on est tous concernés. Après, on ne sait pas tous comment agir. Et c'est vrai, c'est en ça que c'est difficile. C'est que entre la prise de conscience qui est aujourd'hui, je pense, mondiale, et l'action, c'est difficile. Parce que entre des pays en voie de développement qui ont besoin d'énergie, et parfois d'énergie polluante, pour assurer leur avenir économique, pour assurer leur santé, leurs emplois, et puis nous, qui avons peut-être le choix de faire un petit peu autrement, il y a déjà un gouffre. Néanmoins, là, en France, moi, j'ai fait le choix de parler à la jeunesse parce que je travaille dans les écoles avec le ministère de l'Éducation nationale. On a des programmes qui sont gratuits dans toutes les écoles de France, dans les maternelles, primaires, collèges, lycées. Des programmes qu'on fait avec le ministère et qui a pour objet d'apporter de la connaissance, d'apporter du savoir, d'apporter de la science et de faire comprendre à chacun combien on est une part de ce grand tout et combien chacun a une responsabilité et aussi un vrai moyen d'action. Il n'y a pas une personne, un responsable qui aurait tout sur son dos, tel Atlas avec la planète sur sa tête. Mais chacun d'entre nous, qu'on soit des consommateurs, qu'on soit au boulot, qu'on soit dans sa vie de famille, qu'on soit responsable de recherche ou qu'on soit chef d'entreprise, homme politique, bref, on peut tous changer un peu.
changer un peu, ça vient déjà de faire attention à comment est-ce qu'on trie, comment on traite nos déchets. C'est-à-dire entre produire du plastique, produire des masques, mais parce qu'on en a besoin, mais les jeter sur le bord de la route, il y a quand même pareil un chemin. Ça, c'est inadmissible. Ensuite, on a le choix aussi dans nos consommations pour Noël, par exemple, de faire le choix de prendre peut-être un saumon qui a été élevé de façon durable et qui a moins peut-être de pesticides parce que les élevages intensifs, malheureusement, utilisent tous ces instruments pour faire plus de rentabilité. Ça va être également de faire le choix de tel ou tel sapin, mais c'est pas de ne plus consommer, c'est de consommer mieux en étant un peu plus conscient que nos actes ont des conséquences. C'est pas une volonté de restreindre encore une fois alors que le Covid a fait déjà beaucoup. C'est juste de prendre conscience qu'on est dans un tout et qu'il faut juste être un petit peu raisonnable, Covid ou pas Covid. À travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain ? Ce que moi j'apprends sur l'être humain chaque jour, c'est notre capacité de résistance et à la fois notre capacité de résilience. Et j'ai testé d'abord sur moi-même. C'est-à-dire que quand moi j'ai décidé de partir sur un tout petit bateau à rame, en étant volontairement dépossédée de tout, en étant sur un bateau vraiment avec le strict minimum, l'essentiel, avec de la nourriture lyophilisée, un désalinisateur, une demi-brosse à dents et 3 t-shirts, voilà, de faire le choix d'être dépossédé pour ensuite réaliser quelque chose qui pouvait paraître impossible à la base et de montrer que finalement l'homme est capable de réaliser des grandes choses. Et donc je crois beaucoup dans notre capacité de faire, d'agir, de changer, de bouleverser, d'aller contre les idées reçues, d'aller à contre-courant. On utilise, je ne sais pas, que 10% de notre potentiel. On ne se rend pas compte que quand on est confronté à la difficulté, l'être humain se révèle et se renforce. Et que finalement, il ne faut pas fuir les obstacles parce que souvent, ils nous révèlent. Et qu'il ne faut pas abandonner ses rêves parce que même s'ils peuvent être lointains, je vous assure que même si parfois on tire des bords pour y arriver, on y arrive. Donc moi, je crois beaucoup dans la capacité de l'homme à faire, à s'adapter, à changer, à avoir des projets qu'il mène jusqu'au bout. Et j'ai essayé de le prouver dans mes aventures. Maintenant, une question un peu plus généraliste. Vous avez, j'imagine, eu beaucoup de critiques, de jalousie. Comment faisiez-vous face aux critiques pour en fait mettre ça de côté et avancer? Vous savez... D'ailleurs, ceux qui vous critiquent, généralement, est-ce que c'est un public, on va dire, lambda ou c'est vraiment des spécialistes, par exemple, d'écologie, par exemple? Non, mais vous savez, la critique, par principe, elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'elle touche vous, quand vous réalisez une vidéo, elle touche son collègue de travail, elle touche parfois un membre de sa famille. C'est comme ça, je veux dire. Et puis d'ailleurs, parfois, elle n'est même pas pensée, elle n'est même pas voulue. Des fois, certains sont méchants sans même s'en rendre compte, ou parfois critiquent et puis changent d'avis. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient des choses à un moment donné, qui ont dit l'inverse après. Donc, je pense qu'il faut rester serein, toujours, et c'est ce que nous apprend la mer. Et quand on est seul dans les 40e rugissants ou les 50e hurlants, ou que le bateau à rame se retourne 17 fois dans la même nuit, ou comme ça a été le cas dans mon tour du monde, que le mât de 32 mètres de haut se casse la figure, j'étais dans mon canot de sauvetage, pas savoir si je pourrais continuer, enfin être vraiment en mode de survie, ça fait vraiment relativiser. Donc ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie, et Dieu sait que c'est difficile, parce que souvent c'est là-dessus qu'on cherche, qu'est-ce que vraiment, vraiment je veux au fond de moi-même. Laissez personne vous dire que c'est impossible, si c'est votre projet, même si vous prenez plus de temps que votre voisin, vous irez jusqu'au bout. Et ensuite, voilà, d'avancer, mine de rien, coûte que coûte, malgré les vagues, les déferlantes, et de s'accrocher à ça. Comment gérez-vous le stress, par exemple? Moi, je gère le stress comme tout le monde. Étonnamment, je suis stressée parce qu'on est tous, quand on se fixe des objectifs, on a toujours peur de ne pas y arriver. Et c'est la peur de ne pas y arriver qui génère un stress. Maintenant, probablement que la meilleure technique pour gérer le stress, c'est de prendre du recul. De prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, ce qui vous stresse et ce qui pourrait potentiellement advenir si ça se passait mal.
Donc premièrement, moi j'essaie toujours de voir, de visualiser un peu potentiellement au pire qu'est-ce qui peut arriver. En général, même du pire, bon, il n'y a quand même pas mort d'homme, donc ça permet. Et puis de relativiser moi, souvent, je dézoome. Alors, et je faisais ça d'ailleurs quand j'étais sur mon tout petit bateau à rame dans mes tempêtes. Et si tu dézoomes et tu es là comme si tu étais dans un spationaute et que tu regardais la planète et toi, bon, tu te dis que finalement, c'est pas grand-chose. C'est beau ça. Moi, dernière question, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en tant que valeur? Ah ben, il faut toujours remercier. Il faut passer ses journées à dire merci. Déjà, merci d'être là. On a beaucoup de chance déjà d'accéder à ce petit moment de vie qu'on a sur Terre. C'est pour ça qu'il faut essayer d'en faire du mieux possible. Moi, je pense qu'il nous est donné un petit temps avec une certaine dose d'intelligence, d'énergie, de valeur. Enfin, et puis, tu as ton petit package et il faut essayer de le faire fructifier et que ça serve le plus grand nombre. Et donc, on dit merci d'ailleurs tous les jours à ses parents, moi, ma maman qui est au ciel. On dit merci aux gens qui, dans une journée, vous apportent gentillesse, bienveillance, idées, énergie, voilà. Et je peux vous assurer que moi qui ai vécu mes aventures à chaque fois en solitaire, c'était un choix, hein, mais quand tu restes seul pendant des mois, en l'occurrence dans mes aventures, moi 5, sans parler à personne, sans communiquer, enfin, tu te rends compte combien on est des êtres grégaires, combien on a besoin des autres et combien finalement on partage nos énergies les uns les autres. Donc le simple fait de ne pas être seul, et les fêtes de Noël arrivent, d'essayer de retrouver des gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime et de profiter de chaque instant.